Et salut à toutes et à tous, ici Max de Strat et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de nos vidéos podcast. Merci encore une fois pour les retours sur la deuxième vidéo. J'en profite, je fais une petite aparté. C'est une des vidéos qui a le plus cartonné sur ma chaîne et très rapidement. Donc je suis content que le sujet vous ait plu. Je vous ai même laissé choisir le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler Axe et en très bonne compagnie puisque je suis accompagné de Florent. Salut à toi. Salut, salut. Donc Flo, est-ce que déjà dans un premier temps, tu peux te présenter? Je joue à Pokémon depuis quelques années déjà. J'avais commencé au tout début avec Théo quand on était vraiment très jeune. Et puis j'ai fait une longue pause de 3 ans, 4 ans. Et puis là, dernièrement, je me suis repris depuis 2-3 ans. Et voilà, je reparticipe à quelques DL. J'ai repris d'abord sur Pokédraft et ensuite j'ai été invité pour participer aux différents tours de Ambi, puis de la commu d'Ambi avec Max ici présent et voilà. Et actuellement, justement, dans la commu, tu te situerais où à peu près en termes de niveau de jeu? Oula, bah, pas, j'irais pas dire jusque dans les moins bons, mais c'est pas quand même, c'est pas brillant. Après, ça varie de temps en temps. Soit j'arrive à très bien jouer, mais je peux très bien aussi complètement déjouer en fonction des drafts, en fonction de comment si je draft quelque chose que j'aime bien, j'arrive peut-être à m'en sortir, mais des fois j'ai peut-être des trucs et ça marche pas. Enfin bref, je joue pas vraiment pour la gagne en particulier, je joue surtout pour tester des nouveaux trucs et tester des pokés et voilà. Bah, on a plusieurs profils comme ça. On a du Vae, du Dixel notamment qui ont quand même un niveau de jeu plutôt honnête, hein, franchement. Surtout Dixel qui en ce moment est en train de perf comme pas possible. Mais qui en même temps s'éclate à tester plein de choses et c'est ça qui est cool. C'est d'avoir plusieurs profils dans la commu. Et donc toi, ton rapport au Axe, comment tu le définirais déjà, ton rapport au Axe? Bah, quelque chose qui n'est pas voulu, non intentionnel et voilà qu'on n'apprécie pas trop, mais bon c'est comme ça, c'est dans une game, des games importantes, tu joues avec des moves qui n'ont pas forcément 100% de précision, il y a des effets secondaires et des fois bah ça change tout, tu peux très bien commencer une game et tout d'un coup hop, bah ça se transforme en un cauchemar parce que bah tu perds l'avantage, tu te fais burn ton poké sans solution, voilà. Et est-ce que tu t'estimes donc plutôt malchanceux quand même en général ou pas? Ou tu trouves que ça reste quand même équilibré? Mais ça dépend des périodes. Par exemple, à l'ADL l'an dernier, vraiment c'était compliqué parce que les premières semaines, à chaque game, il y avait quelque chose qui se passait, mais bon, c'est aléatoire, donc ça dépend. Ça arrive que ce soit moi aussi qui axe, et dans ce cas-là, bah, je suis pas pareil. Je m'excuse et tout, mais c'est comme ça. C'est frustrant quand ça nous arrive et quand on le fait de l'inflige aux autres, bah, pareil, hein, t'as l'impression que ta victoire n'est pas méritée, entre guillemets, même si ça fait partie du jeu. Ouais, bah ça on va en reparler juste après. Juste avant, petite question, est-ce que tu as des formes d'influence toi? Est-ce que le Axe, du coup, évidemment c'est quelque chose qu'on ne peut pas, donc comme tu as dit, qui est purement aléatoire, mais quelque part qu'on peut anticiper. Tu as commencé à parler des moves notamment qui n'ont pas 100% de précision. Est-ce que toi, la perspective de te faire Axe, ça peut t'influer sur certaines décisions comme ça, que ce soit au build ou même in-game? Hum, mais là, depuis, depuis un moment, je commence à build un petit peu en fonction de ça aussi, à me dire, bon, bah, contre des burns ou des paras, faudrait peut-être ramener quelque chose pour soigner tout ça. Mais au début, j'avoue que je me plaignais à chaque fois, à chaque sortie de match, quand je me faisais axe, comme quoi je pouvais rien faire. Et du coup, je buildais absolument pas par rapport au axe. Je me disais que tout se passerait bien dans le meilleur des mondes. Et puis là, voilà, je me dis, peut-être que en rajoutant des trucs, je peux essayer de forcer le axe, entre guillemets, et de me dire,
bon, bah, si j'ai pas de chance sur ce coup-là, peut-être que je vais pouvoir le rattraper après ou pas. Voilà, c'est comme ça dépend. Moi, je pense que c'est une meilleure mentalité à avoir. Je me rappelle t'avoir dit quelque chose, notamment, je crois que c'était après l'Ambidraft League, justement. Et je t'avais dit, est-ce que tu penses pas que, justement, si tu prends autant de hacks, parce que pour le coup, oui, il y a tout le monde qui a une moyenne de hacks, mais chez certains, ça arrive des fois de vraiment en prendre plus que la normale. Et c'était notamment ton cas. Et je t'avais dit, Ouais. est-ce que tu penses pas, justement, que c'est un problème aussi d'agressivité? Est-ce que tu penses pas que tu pouvais optimiser, notamment dans ta façon de jouer, parce que il me semble que je t'avais dit, bah, de toute façon, c'est des probas, comme tu dis, c'est de la proba, et je lui dis, bah, si tu joues un match de 45 tours, où tu te fais taper, je dis n'importe quoi, 33 fois, bah, est-ce que si tu jouais plus agressif et de faire en sorte de peut-être te faire toucher que 26 fois, et ben est-ce que tu n'aurais pas finalement moins de chances de te faire axe? Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que déjà tu penses que j'ai raison ou pas? Et est-ce que tu penses que tu as essayé d'optimiser peut-être un peu ton jeu vis-à-vis de ça d'une certaine manière, hein, ou pas? Ouais, bah, oui, c'est vrai que j'ai plutôt un style de jeu qui est d'attendre et de casser au fur et à mesure plutôt que d'aggro, mais enfin voilà, et chacun son style de jeu. Moi, je suis plutôt à attendre que ça arrive et placer mes pokés au bon moment. Mais oui, c'est vrai que c'est important de s'adapter aux conditions et peut-être que ce serait mieux d'être plus agressif. Et du coup, par rapport à ce style de jeu, justement, pour peut-être trouver une alternative qui est plus compatible, justement, avec ce style, comment t'as fait? Par exemple, t'as parlé de cléric tout à l'heure. Est-ce que pour toi, maintenant, c'est essentiel d'avoir un heal bell ou un aromathérapie? Est-ce que peut-être dans ta façon de drafter, voilà, tu optimises de façon à avoir des options contre le axe? Avec ton style de jeu, pour toi, quelle est la meilleure solution, justement? Oui, ben voilà, moi c'est là j'ai pris par exemple sur l'ambidraptique qui va commencer, j'ai pris TF qui se fait joue très bien le rôle de cléric qui va à chaque fois pouvoir m'aider à soigner mes pokés avec des wish et puis aussi s'occuper des heal bells pour soigner les burns notamment sur Metagross qui pourraient risquer ça. Et puis, ouais, faut s'adapter. Quand en face, il y a un poké comme Moltres que j'ai pris d'ailleurs qui a Flame Body, bah voilà, c'est 30% de se faire burn. Et si je me fais burn, faut que le clone soigne ça parce que sinon, après, le poké il sert plus à rien. Donc, ouais, c'est vrai que maintenant, une draft sans aromathérapie, de toute façon, j'ai jamais voulu jouer ça parce que je trouve ça trop risqué. Et puis, j'ai une sorte de checklist à chaque fois quand je fais mes plans des Poké que j'ai envie de jouer. J'ai toujours, il faut telle condition, il faut du momentum, il faut des hazards, il faut du wish. Parce que oui, moi, j'aime bien jouer wish et des trucs comme ça. Voilà. Tu dis pas du tout ça parce qu'on se fout de ta gueule littéralement à chaque draft, hein. Je précise. Ouais, c'est vrai. MML, je me souviens pas avoir pris du Wish. Ouais, j'avais une draft de gros bourrin, mais ça a pas trop marché, quoi. Oui, mais après, c'est bien aussi d'avoir cette checklist, justement, des checklists qui sont adaptées à son style de jeu. Comme tu dis, tu vas être passif, donc, enfin, tu vas avoir une tendance à être plus dans l'attente et donc à la réception de l'adversaire. Donc, tu vas prendre naturellement plus de coups et éventuellement plus de chances de te faire axe. Donc, vis-à-vis de ça, pour toi, le cléric est bien plus important que dans d'autres styles de jeu, comme par exemple le mien. Ou celui de, je dis n'importe quoi, Gelbel, très très agressif, ou Kaikit par exemple. J'ai envie de reprendre avec toi ce que tu as dit tout à l'heure, parce que ça, c'est un aspect, je suis très content que tu en parles, parce que c'est un vrai débat qui a plusieurs fois, j'ai déjà eu ce débat avec des gens, c'est cet aspect mental autour du axe, le fameux, pas mérité. Voilà, je gagne grâce au axe, donc c'est pas mérité. Qu'est-ce que t'en penses, selon toi? Bah, moi, pour moi, c'est ce que je me dis à chaque fin de game où je axe, parce que je me dis, bah, du coup, j'ai pas fait des plays incroyables dans cette game et j'ai eu de la chance, alors que
l'oppo, bah, il jouait mieux, etc. Et du coup, ouais. Parce que personnellement, j'ai une vision complètement opposée à ça, justement. Voire ça m'énerve un peu. Mais j'avoue que voir le désolé quand tu axes quelqu'un, moi j'ai toujours un peu de mal avec ça, dans le sens où, dans un aspect compétitif, en fait, le axe, tu sais que c'est une composante du jeu. Donc tu dois toujours l'avoir en tête. Tu dois toujours avoir ce... Par exemple, je vais comparer ça avec Smash. Il y avait notamment une mécanique, je crois que c'était dans Smash Bros. Brawl, où quand tu courais, tu avais une chance sur 100, je crois, de trébucher. Ce qui pouvait des fois te tuer. Et ça a probablement tué des games à pas mal de gens. Ça, j'avoue que ça fait mal. Ça fait vraiment mal de se prendre ça, parce que là, tu te dis, vraiment, c'est juste le destin qui s'acharne sur moi. Mais c'est vrai que Pokémon, c'est du 30%, c'est une composante importante du jeu qui, pour moi, est vraiment pure du jeu, parce que presque, l'exemple de Smash, c'est presque c'est pas un bug, parce que ça avait été volontaire, mais voilà, c'est vraiment un truc minime du jeu. Alors que Pokémon, c'est un vrai aspect, et je trouve que la gestion de ce axe, c'est hyper important, que ce soit dans la façon de s'adapter, en fait, quand on se prend du axe, que ce soit dans la façon de jouer potentiellement plus agressif, ou d'être conscient de comment limiter le axe avec son style de jeu, comme on en parlait précédemment. Tu vois, pour moi, c'est une composante que tu dois prendre en compte. Et donc, si tu ne peux pas prendre ça comme excuse, et surtout par rapport au fait que, en fait, il y a des games que tu vas prendre avec le axe. Moi, j'en ai eu, par exemple, en Draft League, je tombe sur Kane. J'ai beaucoup de chance en ma faveur sur la fin, je m'en sors un peu grâce à ça, même si, lui aussi en a eu. Mais il y a ce truc de, en fait, statistiquement, je vais me faire prendre des games sur le axe. C'est normal, parce que c'est une composante du jeu. Donc, est-ce que quand moi je prends des games, c'est pas normal aussi, tu vois? Donc moi, j'avoue, j'ai du mal avec cette idée de pas mériter, parce que pour moi, il y a aussi savoir jouer autour. Et moi, il y a peu de matchs sur lesquels, en ce moment, je me suis dit, j'ai vraiment perdu uniquement à cause du axe. Il y en a très très peu. Ça m'arrive, évidemment, de me plaindre un peu, mais je vais prendre un exemple... un match que j'ai eu contre Dixel récemment à l'UDL. Et je miss, de toute façon, match qui est dispo sur la chaîne, et je miss un Hurricane dès le début avec mon Jugulis, qui fait que son Glimora peut me toxique, et le toxique fait que je me prends un rôle que j'aurais pas dû me prendre normalement. Qui me met très mal dans la game. Mais factuellement, quand je regarde ma game, je me dis, oui, mais est-ce que mon erreur, c'était pas de miser autant sur un move qui pouvait miss? Alors, j'ai mon point de vue vis-à-vis de l'attaque vent violent, parce que tout le monde n'a pas le même. Cette attaque fait beaucoup débat, on va pas se mentir. Mais je pense que sur le moment, le fait de miser autant sur cette attaque, c'était pas normal. En tout cas sur un lead, c'est-à-dire sur une situation que j'étais censé maîtriser. Parce que Glimora, c'est un Pokémon, t'as toujours un contre en lead avec Glimora. Et donc je me suis dit, peut-être que mon erreur, ça a été de mal gérer mon lead. Et là-dessus, c'est pour ça que j'ai sur cet aspect mental, en tout cas, je ne considère pas le axe comme un élément extérieur, mais un élément qui fait partie du jeu, et que je suis censé essayer de maîtriser dans 90% des cas. Il y a des matchs comme ça, où je suis d'accord avec toi, on va se prendre juste la punition divine, et on pourra rien y faire, tu vois. Mais je considère que ce genre de match, ça doit rester 5 à 10% de l'ensemble des games qu'on joue, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à ça? Ouais, après, c'est vrai que quand tu joues des attaques qui ont que 80% de réussir ou 70% de réussir, tu joues un peu, tu fais un pari, quoi. Tu te dis, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis, c'est raté. Mais après, c'est le problème avec ça, c'est que quand t'as par exemple, le type rock, il y a que des moves qui ratent. Je connais pas un autre move de type rock, à part, Accélé Rock, qui est 100% de chance de taper. Et du coup, faut s'y remettre, mais voilà. Par rapport à ce que je viens de dire, pour reprendre ce que je viens de dire, est-ce que tu vois le axe comme un élément extérieur, justement, comme certains, et qui du coup, en fait, une sorte d'élément extérieur qui peut venir te gâcher de temps en temps les parties, ou est-ce que vraiment tu le prends en compte comme une composante du jeu et tu te dis, en fait, il n'y a pas d'excuse, quoi. C'est si je me prends du axe, c'est pas de chance, mais je suis censé pouvoir m'adapter, et inversement, si je axe, c'est que l'adversaire, si je gagne,
on va dire, avec un peu de chance de mon côté, bah, est-ce que mon adversaire s'est vraiment bien préparé au axe? Ouais, non, moi, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt une composante extérieure, mais bon, voilà, c'est quand ça arrive in-game, quand c'est en mode défaveur, ben, j'essaie de. Enfin, en fait, je m'y habitue in-game et pas dans la préparation. C'est quelque chose. Au but, je vais pas me dire, ah bon, bah là, c'est dans ce moment crucial. Par exemple, Infernape Scarf au match contre Marty l'an dernier à l'ADL. Bah, si je miss Rock. Attends, comment ça s'appelle Lame de Rock contre le méga héros alors que je suis Scarf, bah, c'est fini dans ce cas-là. C'est juste. Tant pis, c'est le seul moyen pour moi de gagner. Et si ça passe pas, bah, c'est ciao. Mais Vraiment, ouais, c'est. de mon point de vue, c'est quelque chose qui doit être vu davantage comme quelque chose de pur, en fait, du jeu, voilà. Quelque chose qui est intérieur au jeu et qui est une composante fondamentale même. C'est aussi cette façon qu'il faut d'instrumentaliser le axe. Parce qu'on le voit avec des joueurs comme Kappa, bon, qui le font de façon excessive, c'est-à-dire pique Jirachi, Seren Grace, donc qui boostent les chances d'augmenter les effets secondaires et de spammer des têtes de fer en espérant des flinches, de prendre, voilà, de jouer à fond sur le hack, etc. Bah, il y en a qui le font too much, mais je trouve que le axe est également une façon de se dire bah oui, je peux miser une de mes conditions de victoire sur le axe. Et ça m'arrive de temps en temps de le faire. Je l'ai fait récemment contre ce même Kappa, match dispo sur la chaîne aussi UDL, où je sors, bah, je savais pas quoi prendre avec mon Arceus, et je me suis dit mais en fait juste spammer les T-Wave avec les X, bah, c'est très intéressant. Et in-game, eh ben, j'ai misé très très vite sur des paras en me disant bah je l'ai intégré, je me suis dit bah il faut que j'intègre à ma façon de jouer le fait qu'il y ait 30% de chance qu'il fasse rien. Et ça a extrêmement bien marché sur cette game. Et ça m'est arrivé aussi sur la fameuse game contre Kane, où je m'en sors très bien à la fin sur le axe. Mais quand tu regardes concrètement, tous mes plays étaient basés, c'est-à-dire que j'ai épuisé l'ensemble de mes solutions, j'ai dit d'accord, je ne peux pas gagner ce match de façon normale, donc il faut que je prenne en compte la composante qui est le axe pour essayer d'adapter mon game plan. Et bah j'ai misé au maximum là-dessus, et tous les moves que j'ai fait, quand je les ai fait, mais les moves où j'ai eu de la chance, bah clairement ça se basait sur bah, j'ai une chance d'avoir ça. Et le fait que ça soit une condition de victoire, bah à mon sens ça en fait quelque chose qui puisse être intérieur au jeu. Est-ce que toi, ça t'arrive de temps en temps quand même bah voilà, tu épuises tes game plans et tu te dis bah là, au lieu de faire le play qui est 100% cohérent et je pense que je gagnerais pas en jouant comme ça, est-ce que des fois tu prends le axe comme un élément de ton game plan pendant la game? Après, au build et pendant la game, pour moi, le miser sur le axe, c'est vraiment en solution d'ultime secours. Recours, c'est que t'as pas. C'est quand t'as plus le choix. Quoi. Le seul moyen de gagner, c'est de prier pour que ton adversaire n'ait pas de chance. Et du coup, tu te dis, bon, bah, je vais jouer T-Wave sur mes pokés, je vais espérer, je vais croiser les doigts pour que à ce moment-là, bah, il soit para. Et voilà, c'est vrai que ça peut m'arriver de jouer T-Wave sur un poké pour ça, mais généralement, c'est plutôt un move que je mets pour compléter le set et me dire, bah, je sais pas quoi mettre, donc je mets ça. Plutôt qu'un move, bah, je vais jouer ça parce que le but, c'est de para et qu'ils puissent pas jouer et un truc comme ça. Mais oui, après par rapport à T-Wave et la para, je le joue davantage pas pour le fait d'empêcher de jouer, mais de diviser la speed, parce que ça divise la speed par deux. Et pour moi, c'est l'aspect le plus important de la para. C'est pas le fait qu'il y a un quart une chance sur quatre que en face, ils puissent pas jouer. Et du coup, ouais, au build, j'y pense pas trop. Enfin, c'est pas le but, c'est de jouer, et le but, c'est aussi que mon oppo joue, et c'est pour ça que je joue à poker, c'est pour que ce soit intéressant. Et ouais, et voilà, ouais. In game, quand je me dis ah ben là c'est perdu pour perdu, autant tester. Ben... T'as pris l'exemple de T-Wave, donc de cage éclair, qui paralyse l'adversaire. J'avais très souvent cette vision de cage éclair comme bah, une attaque qui est là pour empêcher les setup sweepers rapides. Voilà, c'est-à-dire j'utilise T-Wave uniquement à ce point-là, dans cette utilisation-là. Mais c'est vrai que récemment, bah forcément, en faisant évoluer un peu ma façon de voir le axe,
Ça m'arrive beaucoup plus en fait de jouer des sets notamment de Pokémon défensifs en fait qui n'ont pas forcément vocation à checker comme ça, mais je me dis mais en fait T-Wave c'est un énorme moyen de taper neutre beaucoup de choses et en fait de s'améliorer certains émus de façon exponentielle et d'en plus en profiter pour pouvoir mettre la pression de temps en temps de façon gratuite. Et cette utilisation du move, alors pas forcément le couplet à tête de fer pour essayer d'avoir les flinches, plus la paralysie, etc. Mais juste l'utiliser de façon, entre guillemets, quand tu n'as rien à faire, de façon passive, etc. Et d'augmenter voilà, tes chances grâce au axe. Hein. Et je l'utilise beaucoup en fait sur les Pokémon défensifs maintenant. Beaucoup plus que sur offensif, juste l'idée d'avoir les paralysies sur les Pokémon défensifs, ça peut être tellement fort. Et j'avoue que je commence à retourner un peu ma veste là-dessus. En tout cas sur ce move-là. Parce que bon, il y a des moves comme Will-O-Wisp, bon, tu vas pas trop t'amuser à Willow les Pokémon défensifs pour leur mettre 6%, tu vois, et leur annuler les leftos, tu t'en fiches un peu, tu peux jouer les rocs, voilà, qui ont la même utilité. Mais c'est vrai que par exemple, KG Clair, je pense qu'il y a une vraie utilisation à en faire, et c'est dommage que certains se restreignent, je pense, par rapport à ça, hein, par rapport au axe, tout simplement. Et la vision que les gens en ont, parce que les gens en ont quand même une mauvaise vision du axe. Et moi je trouve ça dommage parce que je dis n'importe quoi, mais une game où tu vas avoir du mal, mais tu vas faire en sorte, tu vas te dire ok, il faut que je freeze ce poké. Je dis n'importe quoi, t'as Kyurem, il y a Clef en face, voilà. T'as pas Ironet, t'as rien. Tu dis ma seule façon de gagner c'est de freeze le Clef. Que tu fasses en sorte que je sais pas, on est tour 15, que tu vas passer 15 tours à essayer en fait de te retrouver dans la situation où tu peux le faire, et au moment où ça peut passer, tu fais Ice Beam et ça freeze. Mais pour moi, alors oui, t'as de la chance, c'est indéniable, mais maintenant, t'as réussi à te mettre dans les conditions dans lesquelles le fait d'avoir de la chance pouvait te faire gagner. Et ça, je pense que les gens le prennent pas assez en compte. Ouais, mais voilà, pour moi, c'est. Je le joue parce que pour le beau jeu, entre guillemets, pour me dire, bon, bah, moi, quand j'ai envie de gagner, j'ai envie de gagner mes games. Et ça, c'est sûr, j'ai envie de gagner mes games. Mais c'est juste, je me dis, bah, il faut que ce soit une partie normale et que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'éléments extérieurs qui forcent le jeu pour que ma victoire soit d'autant plus grande, quoi. Que ce soit pas. Comme pour revenir à tout à l'heure, qu'il n'y ait pas autre chose qui gâche entre guillemets ma victoire. Et je me dis, bah si, peut-être que ça fait partie du jeu, mais c'est important de savoir gagner par nous-mêmes sans nous reposer sur autre chose. Et pour moi, c'est plus important de faire un build qui de base doit gagner si possible, sans tenter le diable en se disant bon bah là je vais triple para, ça va passer, il pourra pas se heal, là bah, sur mon S-Beam, boum, il va freeze et comme ça je vais pouvoir gagner. Mais bon, enfin c'est pas quelque chose moi que j'aime, enfin c'est pas, j'aime pas gagner comme ça avec en me reposant sur autre chose que moi-même. Et voilà, c'est quelque chose qui est inhérent à ma manière de build. J'aime pas me reposer sur autre chose que mes propres capacités. Par rapport au fait que la notion d'aléatoire, et c'est pour ça que Pokémon est un jeu très très particulier par rapport à beaucoup d'autres, c'est que l'aléatoire est littéralement omniprésent. Et sur des choses, alors le axe, on va dire, c'est la partie immergée de l'iceberg, parce que quand on voit du axe, c'est visible. Mais fondamentalement, Pokémon, c'est un ensemble de petites actions aléatoires. C'est-à-dire, il y a des moments où tu vas faire une décision et ton adversaire va penser complètement autrement. Et où en fait, tu vas faire une prédicte, mais sans avoir intention de la faire, par exemple. Tu vois, et c'est vraiment ce petit aspect aléatoire qui fait que, il y a eu un moment, les deux décisions se sont croisées d'une certaine façon et qui fait que ça va t'avantager. Et il y a aussi les rôles. Parce qu'en fait, on n'en parle pas, mais Pokémon aussi, c'est un ensemble de rôles. Tu vois, et je dis n'importe quoi, tu vas te faire 3 HKO, mais peut-être que tu as eu les 3 bons rôles, tu vois, et ça c'est bon, sauf quand des fois il y a des rôles très décisifs et très visibles, les gens en parlent et le considèrent un peu comme du axe, mais en soi, je pense que sans qu'on s'en rende compte, il y a énormément de rôles qui jouent dans les games, tu vois, et donc ça aussi c'est de l'aléatoire, et c'est pour ça que j'ai plus tendance à
avoir le axe comme quelque chose d'extérieur, mais que j'essaie vraiment de le prendre en compte parce que Pokémon est purement, pour le meilleur et pour le pire, va être basé sur tellement d'aléatoires qu'en fait le axe n'est qu'une partie visible, et une partie visible que j'ai l'impression de pouvoir contrôler. Et moi, en tout cas, dans ma façon de voir le jeu et de m'améliorer sur le jeu, c'est-à-dire que j'ai eu une bonne période où je détestais aussi le axe, tu vois. Mais à force de progresser et à force d'essayer de m'optimiser partout, bah, j'ai fini par le voir autrement, c'est-à-dire comme une façon de gagner et comme quelque chose que je dois implémenter à mon jeu et que je dois essayer d'optimiser le plus possible, que ce soit sur la façon de le subir ou la façon d'essayer de provoquer la chance. Voilà, c'est essayer de provoquer ce que le jeu t'offre, par moment. Évidemment, comme tu dis, baser un game plan entièrement sur le axe, c'est honnêtement suicidaire et c'est pas très fun non plus, clairement. Oui, voilà. Donc voilà, une petite dernière question, Flo, que je poserai également à Cresserel, parce que je trouve le truc extrêmement drôle, le petit débat. Togekiss, si jamais il avait Hurricane, tu jouerais quoi? Ouais, le problème, le dilemme, c'est que Hurricane, tu vas tout le temps les miss, et Air Slash, bah, tu vas tout le temps flinch en face. Donc, c'est compliqué de répondre à ça comme question. Moi, je pense que je jouerais plus Air Slash en me disant, bah, je préfère que ce soit mon adversaire qui empathise plutôt que moi, mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça que sur cette saison, je l'ai pas pris de Poké, parce que bon, après, c'est pas. Moi aussi, et puis il y a aussi le Air Slash et Hurricane, c'est le bon exemple de move. Il y en a un qui peut mise beaucoup, mais qui est beaucoup plus fort que l'autre. C'est pour ça qu'en général, on voit beaucoup plus Hurricane maintenant que Air Slash, même s'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de Hurricane quand ils perdent à cause de ça. Mais justement, je m'étais dit, avec le fait que Togekiss soit un des seuls utilisateurs très très forts de Air Slash, si tu lui donnes Hurricane, qui en plus aurait plus de chances de confus, grâce à sa régresse, qu'est-ce que les gens choisissent, tu vois? Ça, je trouvais ça marrant et je pense que je poserai la question aussi à Cresserel juste après. D'ailleurs, sans faire exprès, je viens de me rendre compte en fait que j'ai complètement spoil le second intervenant. Mais c'est pas grave, de toute façon, vous le verrez. Je l'introduirai convenablement malgré tout. Ouais, et en ce qui concerne Hurricane, personnellement, je joue plus ce move. J'ai été tellement de fois frustré par ce move que je joue plus des Poké de type Fly qui se reposent là-dessus. Genre jouer maintenant un Tornade du Styrian qui tape que ça. Non, j'ai pas envie de faire ça parce que je sais que ça va me coûter beaucoup trop de game et que ça va me rendre plus en colère qu'autre chose que d'utiliser ça. Et c'est pour ça que des Hurricane, c'est vraiment un move que je mets et je mets pas mon plan entier dessus parce que c'est trop risqué. Parce qu'il y a aussi une dimension de risk and reward qui est importante dans ce jeu. C'est que tu peux taper un Focus Blast à 70% comme un Hurricane. Ok, ça va taper fort et si ça tape, ça détruit le bloc adverse. Mais si ça rate, t'es dans une très mauvaise position quand même. Donc voilà, faut savoir à quel moment t'as envie de taper ça et à quel moment faut te reposer entièrement dessus ou pas. Et c'est pour ça que je suis très content que justement sur Tornade Styrian, ils aient rajouté un move signature qui ait moins de chances de miss. Parce que comme ça, t'es pas obligé de te reposer tout le temps sur Hurricane comme le move spécial qui tape sur les Pokémon de type Fly, quoi. Big Windstorm, c'est uniquement 80 sur le papier. En réalité, c'est à peu près 40% de réussir. De mon expérience, de ce que j'en ai vu, c'est encore pire que Hurricane. Je ne vois jamais ce move réussir, c'est un truc de malade. Du coup, ce que tu nous dis, c'est qu'on va avoir droit à des Moltres Air Slash à l'AD? Ça sera plus Air Slash que Hurricane, ça c'est sûr. Je sais même pas s'il a eu Hurricane, j'ai jamais vu avec Hurricane. Ah ouais, parce que moi je trouve spammé justement avec Hurricane. Ou même des fois Brave Bird aussi. Étonnamment, Brave Bird marche très bien sur le Poké. Moltres, moi je le jouerais plutôt physique du coup avec Brave Bird et comme ça marche bien avec U-Turn, mais bon, ça dépendra des MU. Mais si je dois jouer
un move spécial Fly, ce sera dans tous les cas Air Slash et pas Hurricane parce que ce sera pas vraiment de toute façon, c'est pas forcément un Pokémon très offensif, c'est plutôt un Pokémon défensif. Et quand tu tapes Hurricane, bah, c'est le but, ce serait vraiment d'être en mode bon, bah, si ça passe, j'affaiblis un peu en face. Et si je le rate, tant pis. Mais c'est mieux de jouer du air slash et de se dire bon, bah, si là, je suis quasiment sûr de taper un petit peu. Et voilà. Et oui, je jouerais plus mon Moltres avec du air slash que du Hurricane si j'apprends qu'il a Hurricane. Ça, je le savais même pas. Pour revenir sur cet aspect mental, parce que j'ai une question qui m'est venue là. Comment tu perçois tes matchs, toi, sur le fait de gagner ou de perdre, sur ta mentalité en fait? Comment t'es vis-à-vis de ça? En ce qui concerne le axe ou... Non, enfin tu vas voir, ça concerne également le axe, mais quand tu perds ton match, c'est quoi ta mentalité en fait quand tu lances, par exemple, il y a l'Ambi Draft League qui est une draft league assez sérieuse, où on va tous tryhard. C'est quoi ta mentalité, toi, vis-à-vis de ce genre de DL? Comment tu gères tes victoires, tes défaites, etc. Bah, plutôt comme un mauvais perdant, je veux dire. Quand je gagne, je suis très content, et quand je perds, bah, je suis dégoûté. Je me dis, bah, j'ai pas été bon, ou alors je vais faire une excuse, etc. Mais bon, c'est vrai que quand c'est des DL comme ça, ou la DL où il y a que en face des joueurs de très bon niveau, bah, c'est important de se préparer à se dire, bah, je suis pas au niveau et je vais me faire massacrer. Et on verra ce qui va se passer à cette ADL avec ma poule. Mais voilà, c'est quand je gagne, je suis content, mais faut pas se dire que dans tous les cas ça va bien se passer. Et puis quand tu gagnes une game, puis deux, puis trois, puis quatre, et ben si tu perds les trois d'après, tu peux encore te faire sortir. Voilà, c'est la dernière expérience en date. Et c'est triste, mais ça m'a dégoûté pendant un long moment de poké, du coup. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, parce que j'ai remarqué, parce que j'ai souvent le débat, enfin je vois souvent, il y a beaucoup de personnes de la commu qui ont cette mentalité, c'est l'aspect de voir les matchs comme quelque chose de très global, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'ADL. C'est-à-dire, bah, tu vas perdre un match et tu vas te dire, ah, probablement, ben voilà, je me suis fait hard hack sur ce match-là, donc ma participation en playoff va être compliquée parce que bah, j'ai perdu ce match et sur l'ensemble de mes matchs. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. En fait, tout simplement pour que ce soit quelque chose de sain, en fait, je prends vraiment match par match. C'est-à-dire que j'ai ma game, week 1, bim, je la joue, je la gagne ou je la perds. En fait, je tire ce qu'il y a à en tirer. C'est-à-dire je review ma game, voilà, je fais mes trucs. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. C'est-à-dire que ma week 1, elle n'existe plus. Que j'ai gagné ou que j'ai perdu, elle n'existe plus. Et derrière, c'est la week 2. Et en fait, c'est vraiment une mentalité où tu veux te focus sur le match après match. Et en fait, tout ce qui est avant, tout ce qui est après, ça n'existe pas. En fait, tu fais comme si tu n'étais pas en tournoi et que tu faisais que des matchs amicaux et tu essaies juste de jouer le mieux possible sur ce match-là. Et après, tu oublies. Et j'ai l'impression que avoir cette mentalité-là, c'est ce qui te permet derrière de notamment relativiser bien plus facilement les matchs avec le Axe en fait. Parce que tu vois ça comme un seul match. C'est-à-dire tu te dis bah ouais ce match-là, bon j'ai pas trop de chance etc. Et du coup bah, tu passes à autre chose et tu dis next. Et alors que bah, directement et à la fin de la draft league, tu te dis pas bah, je suis pas passé en playoff parce que j'ai eu ce match-là, tu vois, ça te permet de relativiser en fait plus facilement. Si tu prends pas les choses de manière globale, je trouve que c'est beaucoup plus sain, que ce soit sur le axe ou même sur la pression qu'on va se mettre. Parce que bah, je dis n'importe quoi, quand une ADL en fait tu vises les playoffs et tu passes ton temps à faire des calculs de comment rentrer en playoff, bah en fait tout de suite un match tu vas avoir beaucoup plus de pression. Alors que si tu te dis bah là j'ai juste un match contre Kilimina, je vais essayer de le gagner, bah c'est beaucoup plus facile de se dire c'est beaucoup plus facile de se dire ça que se dire je dois impérativement gagner le match contre Kili si je veux avoir des chances d'aller en playoff. Tu vois la différence entre les deux, et je pense que ça peut aider notamment aussi sur le axe de réfléchir plus game par game et de se dire bah vas-y cette game là bah j'ai pas eu de veine, tant
tant pis, next. Et la prochaine, bah de toute façon, toutes mes games ne peuvent pas être orientées par le Axe, donc factuellement, bah on oublie et on passe à autre chose. En tout cas, merci Flo d'être passé. Je suis très content de t'avoir eu en podcast. De toute façon, je suis content d'avoir tout le monde et je vais essayer d'avoir le maximum de personnes de la commu. Mais vraiment un énorme plaisir de t'avoir eu. Avec plaisir, le plaisir était partagé. Et bon, du coup, je vous ai spoil le second intervenant, mais ça va pas m'empêcher de le présenter convenablement. Je vous dis à tout de suite pour la seconde partie de la vidéo. Et après Flo, on va accueillir le deuxième invité pour ce troisième podcast qui n'est autre que Cresserel. Salut à toi. Salut. Cresserel, déjà vainqueur d'une MML. Alors, c'était pas celle-ci, c'était juste celle d'avant. La Summer League, c'est ça ? C'est ça, c'est la Summer League. Et qui fait partie de la communauté depuis, 1-2 ans déjà ? Bon, là, qui est le Eurodraft ou juste Oui, la- bah avec nous, ADL, MML, tout ça. Ouais, ça doit faire ça. La dernière que j'ai fait, c'était la DL saison 9, donc oui, ça doit être il y a un an. Donc globalement, Cress, déjà, comment tu définirais ton niveau de jeu ? Globalement. Original. Ouais, Bon, donc, c'est essayer des trucs, je peux pas avoir vraiment de niveau fixe, quoi. ouais. Bon, après, t'as quand même... Ça peut être assez... j'ai l'impression que tu t'en sors quand même pas mal. Quand tu... Oui, en m'adaptant, voilà. C'est ça, bah t'as des bonnes capacités d'adaptation, de toute façon, et c'est ce qui fait bah, déjà qu'on t'a retrouvé... qu'on te retrouve même tout le temps, quasiment, en playoff. En tout cas, quand t'es sérieux. Ah, je suis toujours... C'est mes drafts qui le sont pas, mais en game, je suis sérieux. Et puis surtout, t'as un autre défaut, si je peux dire ça comme ça, c'est que t'as une méchante tendance à t'attirer les foudres du Axe. Tout à fait. Mais en même temps, ça fait aussi. C'est aussi comme ça que ça fait marquer, que ça fait des games, comment on pourrait dire, marquantes. On va dire ça comme ça. Voilà. Enamorus peut en témoigner, oui. Il restera dans cette game et il y bougera plus. Ce sera le seul souvenir qu'on aura de ce mode. Donc, comment tu définirais globalement ton rapport au Axe ? Déjà, est-ce que tu te sens profondément malchanceux ou déjà comment tu le vis vis-à-vis de ça ? Disons que pour tout ce qui est niveau axe et kit ou double, c'est soit je vais avoir beaucoup de malchance, soit beaucoup de chance. Je vais pas être sur un. Je vais pas être en milieu, quoi. Ça va pas être un peu. Non, c'est tout ou rien, quoi. Et tu dirais, bah, sur une DL, tu te sens plus, comment dire, disons que ton rapport mental au Axe, comment tu le sens déjà ? Disons que sur le team building, sur mon team building, j'essaie d'analyser sur quel genre de truc je peux me prendre du axe. On va dire une façon que j'ai pu le voir, c'est que par exemple sur la MML, sur un match contre Kappa, si je dis pas de bêtises, où c'était, je crois, la seule fois où j'ai dû le faire, où mon principal move pour toucher Semon, c'était le méga corn de Scoldipede. Comme je savais que c'était une attaque que j'allais devoir spammer et qu'il y a des chances de miss, je crois que c'est la seule game où j'ai fait ça, où j'ai dû jouer la loupe. Bon, voilà. Mais parce que je savais que c'était une attaque qui a une certaine tendance à miss et que j'allais devoir spammer. Mais sinon, je m'y adapte surtout pendant la game. Plus que pendant le team build. Après, pendant le team build. Après, moi, je vais pas te mentir, la seule fois où j'ai joué un équivalent de loop, c'était avec le talent de Victini, et j'ai mis Ball Strike à 97% de chance. Ce qui m'a fait perdre la game. Donc bon, j'ai pas mytho. Oui. Seuls les joueurs de loop, de toute façon, savent ce qu'est le véritable axe. Je crois que c'est Kaikit même qui avait, une fois, qui avait joué la Covered Cloak et qui avait fait miss un Hurricane sous Rain à son adversaire. Ah oui. Et ça, je pense que quand t'as Ça, miss un c'était Hurricane pas sous mal. Rain, tu sais ce que c'est la souffrance. J'ai réussi à... Alors dans le même style, moi j'ai réussi à faire un miss de U-turn, moi du coup. Parce que c'était sur ma toute première Draft League, où le mec en face jouait Sand, et mon palo Sand, je lui avais mis Sand Veil, plus un item très connu pour le Axe, qui est la Powder. La Bright Powder.
et j'avais réussi à lui faire miss le U-turn sous la cendre du coup. Et ce qui a fait qu'il a fait prendre un toxique pas prévu. Tu risques ni les poudres claires ni le Rocky à mettre. Comme ça, t'es pétard. Ni les immunités. Bon, avec Flo, j'ai pas mal abordé du coup tout ce qui est vraiment l'aspect purement mental, c'est-à-dire comment essayer de gérer le axe pendant une game, etc. Toi, je sais que t'as un bon niveau, je sais que tu t'en sors très bien en tournoi, je sais que tu commences à avoir, t'as aussi plus d'expérience tout simplement que Flo. J'aimerais voir avec toi concrètement comment toi tu essaies de l'éviter. C'est-à-dire, on a fait, donc pour ceux qui regardent, on a déjà fait un tournoi en duo notamment, et il y a cette anecdote assez fabuleuse, je pense que tu t'en rappelles, c'est qu'on faisait un tournoi Smogon au début de la 9G, et donc c'était en duo, et donc forcément on va sur le ladder pour créer nos équipes, et pour tester des choses. Et on avait notamment un Glimora, Suicide Lead. Oui, je m'en souviens très bien. Je me souviens de ce moment. Et on avait, on arrive contre des adversaires qui jouaient Greninja. Greninja arrive logiquement en lead pour mettre la pression à Glimora. C'était pas un Greninja, c'était Shiyu. Ah non, c'était C'était Shiyu, Shiyu. c'est vrai. C'était Shiyu. Parce que pour avoir testé cette team plusieurs fois sur le ladder, pour une raison que j'arrivais pas spécialement à expliquer, dès qu'il voyait Glimora et qu'il y avait un Shiyu en face, il choisissait Shiyu pour contrer le Glimora. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Pour une raison que je n'arrivais pas à expliquer. Bah du coup, je pense qu'on va avoir la raison sur la suite de l'anecdote. Voilà. Et donc moi, à ce moment-là, je me dis, bah, forcément, on va poser nos rocks. Après tout, c'est notre suicide. Et là, donc je me rappelle qu'on avait Roaring Moon Spedev, je crois, à l'époque, pour gérer Chiyu, justement. Voilà. Et Kress me dit, bah, clairement, on va switcher Roaring Moon parce que Dark Pulse Lynch. Et là, bah, on n'était pas trop d'accord. On jouait sur le même compte, hein, pour information. Et je me dis, bah non, c'est pas possible, parce que si on commence, alors certes, on peut se faire flinch Dark Pulse, mais si on commence à prendre en compte le axe dans notre façon de jouer, enfin, c'est complètement pas rentable. Je vous laisse deviner la suite, évidemment, Dark Pulse flinch. Donc pour le coup, ça m'avait bien marqué cette anecdote avec toi. Et bah, clairement, ça me donne envie de te poser la question. Tes plays, est-ce que ce genre de play, ça t'arrive souvent de jouer par rapport au axe, en draft league, hein, je parle bien, ou par exemple, tu as ça en prise de compte, notamment au build, par exemple, comment tu fais toi? Alors concernant le axe, disons que c'est assez complexe à aborder, parce que il y a plusieurs cas de figure où il va falloir soit accepter de pouvoir se prendre, de faire quelque chose, quitte à se faire axe si on considère que c'est rentable. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Là, par exemple, dans le cas que tu as cité, dans le cas que j'ai cité, on avait le Roaring Moon qui de toute façon était 100% safe sur le Shiyu. Je ne voyais pas l'intérêt de prendre le risque d'avoir ce axe alors qu'à côté on avait un switch qui de toute façon un play qui ne comportait à ce moment-là aucun risque. C'était dans cela. Mais du coup pour avoir l'axe, il faut prendre en compte plusieurs choses, savoir si ce axe va être gênant ou non, si prendre le risque de se faire axe, ça peut t'avancer mieux dans la game, c'est peser le pour et le contre, et s'il y a possibilité d'avoir des plays plus safe. C'est beaucoup de choses à prendre en compte, tout dépend. In-game, ça dépend vraiment de la situation. Et par exemple, dans le team building, avoir pour si tu dois avoir, comment je pourrais expliquer ça? Si ta seule réponse c'est un Poké qui peut perdre son duel parce qu'il se fait axe, faut trouver aussi d'autres solutions. Ok. Et est-ce que, pour toi, du coup, je pense que la 9G a été un peu une libération, notamment grâce à 2 items qui sont arrivés. Qu'est-ce que t'en penses de la Covert Cloak et de la Clear Amulet notamment? Étonnamment, c'est des items que j'ai quasiment pas joué. La Clear Amulet, je l'ai joué jamais très peu de fois où je l'ai joué, ça n'était jamais pour compenser un axe. C'était si par exemple je voyais qu'il y avait 3 Intimidate en face, donc je l'ai peut-être joué contre Théo, je sais plus si c'était à la MML ou l'ADL où il avait beaucoup 2 ou 3 utilisateurs d'Intimidate, si je ne dis pas de bêtises.
Donc j'utilisais et la Covert Cloak. Je l'ai peut-être utilisé un peu, mais ça devait être sur généralement des Poké à setup long, par exemple, donc, où il y a beaucoup plus de chances de se faire axe. Par exemple, si on sait que tu veux te placer sur un mon qui va spammer les Moonblast et que tu tapes sur le spé, à un moment ou l'autre, tu vas aller prendre les drops. Donc là, dans ce cas présent, par exemple, ça peut être... Donc pour toi, tu dirais que c'est à quelle fréquence, par exemple, à partir de quel pourcentage de chance tu commences à le prendre en compte? Par exemple, sur un Dark Pulse, on est à 20%, c'est ça? Oui. Qui ressentit 50%, on va pas se mentir pour la plupart des joueurs. Voilà. Donc pour toi, à partir de quel ratio tu commences à te dire, ok, faut que je prenne en compte? Voire même joueur. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont connus pour être un peu bénis des dieux en Draft League. Oui, ce qui n'était pas spécialement mon cas. Je jouerais jamais autour de... Comme en ayant pour seul objectif le hack, c'est vraiment que j'ai plus d'autres espoirs dans la game. Je dirais que je commence à le prendre en compte autour de 15-20%, je dirais. Peut-être plus 15 parce que je peux prendre en compte par exemple la possibilité de miss un Fire Blast. Mais oui, généralement je le prends en compte autour de 15-20%. Hein, notamment sur Hurricane, parce que Thunder, tout ça, c'est pas trop joué, mais Hurricane est extrêmement joué sur des Pokémon comme Noivern ou tout simplement Tornadus. Oui. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce débat, parce que je pense que Hurricane est le move qui fait le plus perdre de game en Draft League, au global, Oui. et que c'est frustrant. Mais moi, j'avoue que je l'ai dit, et je le dirai toujours, moi, Hurricane, je sais que statistiquement, me fera toujours gagner plus de games qu'il m'en fera perdre. Même si ça se voit pas, parce que quand il le fait perdre, ça se voit clairement que c'est à cause de ça. Mais quand il te fait gagner, bah ça se voit pas forcément. Pour toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Sur tous ces moves là, un peu qui mis. Est-ce que pour toi, ce sera, tu tireras toujours, tu seras côté guerrier, esprit shonen, on y va que des hurricanes, que des hurricanes, que des hurricanes? Tout dépend du move avec lequel on parle. Dans le cas de Hurricane, dont tu viens de citer, pour moi, je resterai toujours sur Hurricane, même avec les chances de miss. Parce qu'en règle générale, les attaques vol spéciales, on a quoi qui sont censés rivaliser? On va avoir Air Slash qui fait clairement pas assez de dégâts. On est quasiment sur... dans le cas de Hurricane, on est quasiment sur du 2 fois moins de dégâts, quasiment. Air Slash, on est à 107, Hurricane, on est sur du 165. Enfin, vraiment, c'est en termes de dégâts, c'est beaucoup trop différent. Tu vas peut-être miss un Hurricane, mais si tu mets l'autre, tu t'arrives presque à des dégâts de Air Slash. Et encore, Air Slash, on n'est pas sûr de pas le miss. Ça m'est déjà arrivé, comme à plusieurs joueurs. Je crois que j'avais fait le double miss Air Slash aussi, une fois. Ça, c'était un grand moment. Voilà. Et même dans un cas qu'on a eu assez souvent quand on avait joué avec Envy, pour Tornadus, entre Hurricane et Bleak Windstorm, moi je resterai toujours sur Hurricane. Parce que entre les 80% de Bleak Windstorm et Hurricane 70, j'estime qu'on va les miss quasiment pareil. Et qu'au moins l'effet additionnel de le Hurricane est plus intéressant que celui de Bleak Windstorm. Alors moi j'ai joué sans Sear Storm, j'en ai pas réussi un. Donc non, clairement, j'avoue que ces moves, moi j'ai un ressenti... En fait je pense que 80% c'est la chance de miss. C'est pas la précision. Ils se sont trompés sur ces moves, c'est pas possible. Je vais pas mentir. Togekiss, si Togekiss avait Hurricane, tu jouerais Hurricane ou Air Slash? Alors, est-ce que la question est pas évidente? Je pense que ça dépendrait vraiment des sets. Les deux seraient jouables, mais tout dépend des sets. Ouais. Parce qu'en soi, Togekiss, donc avec Seren Grace qui a déjà beaucoup de chances de flinch avec Air Slash, bah du coup on se pose la question, parce que est-ce que le mieux c'est pas de tenter les flinch Air Slash? Parce qu'avec Nasty Plot, finalement, ce truc de puissance, tu l'as déjà un peu. Ou alors de overextend avec un Hurricane qui peut en plus proc confusion très facilement. Là, je pourrais pas. Togekiss, je saurais pas dire. Je pense que ça dépendrait vraiment des sets pour lui. Il n'y aurait pas un move plus mauvais, parce qu'effectivement, Air Slash et les 60% de flinch, c'est quelque chose. Là où Hurricane, t'as peut-être les 60% de confus, mais t'as aussi les 30% de le miss. Même si tu confus, t'es pas sûr qu'il tape. Donc pour moi, Hurricane, toujours dans le cadre de faire les dégâts, et Air Slash peut-être pour plus
peut-être les sets un peu plus lents, on va dire. Ouais, pour le coup, il est marrant ce débat. Franchement, faudrait que je le mette sur Discord, que je pose la question sur le général, et je pense que je mettrai de toute façon Togekiss à jouer éphémère Hurricane, comme ça la question aura sa réponse. Peut-être qu'il y a une carte ADL Hurricane. J'aime. Hurricane. Je demanderai à Ambi, et puis on la donnera à Kappa, et puis comme ça il fera le test pour nous. De toute façon, les mons qui se basent sur le hack, c'est trop compliqué, à gérer. Mais justement, t'en penses quoi? Est-ce que toi, il y a un vrai frein, ou vraiment des fois tu te dis all-in comme avec ce Lilligantis? Pour toi, à partir de quel moment un Poké peut être rentable à jouer avec le Axe, tu vois? Sachant, un Pokémon par exemple, seul, genre, il y a Dragozolt, il me semble. Il y a, du coup, il y a ce Lilligantis, il y a le Diamat, le petit Trioxyde. Pour toi, à quel point un Pokémon doit être intéressant ou fort pour se permettre de jouer un peu comme ça avec le Axe? Et par exemple, dans la même question, quel rôle peut-être est le moins grave dans ce cas-là? Est-ce que tu préfères jouer un Pokémon offensif ou alors un Bulky qui risque de se prendre le Axe, etc.? Clairement, un Mon bulky qui joue avec le axe, c'est moins grave parce que s'il n'a pas ce axe-là, si le axe n'est pas en sa faveur, il va pouvoir tanker le coup et le retenter après. Prendre un Mon comme Lilligantis par exemple, avec des stats défensives assez moyennes, hein, on est sur du 70, 75, 75, ce qui fait que s'il n'a pas investi en bulk, il tankera rien. S'il miss une attaque, il meurt. Même si son attaque, à part que son attaque de boost augmente quand même sa défense, mais plus le Mon va être fragile, plus un axe va être destructeur sur lui. À tous les sets un peu T-Wave, là, sur les Mon un peu bulky, ou même offensif, hein. On voit de plus en plus de Pokémon, notamment, moi je trouve que notamment les sets T-Wave avec X, ils sont incroyables. Genre sur Dragapult, sur Fluttermane, je trouve qu'ils sont inarrêtables. Et c'est marrant parce qu'en général, toutes ces petites T-Wave là, elles sont destinées à des Pokémon défensifs, justement, pour essayer de les cheese. Alors que, par exemple, en fait, la seule raison pour laquelle tu vas jouer T-Wave sur, je dis n'importe quoi, mais Lilligantis, par exemple, ça va être l'intérêt de la para, c'est-à-dire la proc de la vitesse, quoi. Tu parles de la T-Wave, essayer de T-Wave des modes défensifs? Oui, par exemple, souvent j'ai l'impression qu'on a ce genre de game plan, essayer de cheese un peu les Pokémon défensifs, quoi. Alors tout dépend. Oui, j'avais pas vu sous cet angle-là. Dans le cas d'une T-Wave, c'est un axe c'est une menace de axe, un peu comme une épée de Damoclès, qui va peser sur tout le monde défensif. Le Poké défensif, il va revenir plusieurs fois. Et à chaque fois, il aura la menace de axe. Alors que par exemple, un coup critique, un flinch, ça va arriver une fois, ça va pas arriver. Tu vas pas avoir la menace tout le temps. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est par exemple quand j'entends le hack, c'est par exemple là dans le cas d'un Lilligantis, s'il se fait 2 HKO et s'il va se prendre un 2 HKO de Dark Pulse, t'en tank 1, c'est bon, mais et que tu prends le flinch et que tu meurs du deuxième, là c'est un axe qui fait très mal. Un flinch sur un mode défensif, il avait flinch, il aura pris 10-15%, tant pis, il peut encore en mettre. Il a encore ce qu'il faut. Alors que par contre, oui, une T-Wave, c'est dérangeant pour les deux. Une T-Wave, par exemple, est très menaçante parce que ça va menacer aussi bien un Pokémon fragile qu'un Pokémon bulky. Il y a cette dualité dans la façon de gérer et de jouer tout simplement le axe ou de le subir. Il y a à la fois toute cette partie qui est vraiment incontrôlable, beaucoup d'effets secondaires, de choses comme ça, et qui peuvent être le plus gênant possible en fait, parce que c'est des choses qui sont en général pas anticipées. Et en même temps, il y a tout ce côté cheesing et qui fait beaucoup parler en général, parce que notamment, je dis n'importe quoi, mais tu vas spammer T-Wave dans un match, les paras vont te faire gagner. Toi, ton avis là-dessus? Qu'est-ce qu'on dit concrètement dans ces moments-là? Parce que il y a une strat qui est faite, il n'y a pas de counterplay qui a été trouvé de la part de l'oppo, et c'est une strat qui a fonctionné. Donc finalement, est-ce qu'on doit dire juste GG?
Est-ce qu'on doit dire manque de prep? Est-ce qu'on peut se prep réellement à ça aussi? Je prends un exemple. Récemment, j'ai joué UDL, donc Upper Draft League. Et j'avais un Arceus Grass face à Kappa qui jouait Giratina, donc classique. Il avait du Necrozma de Smain. Il avait plein de choses comme ça. Et je me suis dit, Arceus, je trouvais pas de set Arceus Grass. Et je me suis dit, j'ai un super mauvais match-up, mais bizarrement, il avait Tornado Starion aussi. Et je me suis dit, mais en fait, si je joue T-Wave et que je combine avec X, c'est hyper intéressant. Et je lui ai spammé les T-Wave et il s'est fait para plusieurs fois sur des moments importants. Bon, ça m'aurait pas fondamentalement empêché de gagner, mais voilà. J'ai pris quelques réflexions, forcément. Bon, je l'ai pris évidemment à la rigolade, hein, parce que c'est comme ça dans la commu, c'est très cool. Mais voilà, fatalement, est-ce qu'on doit réellement se plaindre de ce genre de hacks? Comment on aborde ça en fait? Est-ce que c'est juste GG, tu t'es mal prep? Est-ce qu'on peut pas se prep? Comment tu le vois toi? Alors en soi, on peut se préparer à des axes visibles. Là, dans le cadre, mais se peut se préparer à T-Wave, vu le nombre de mon qui ont accès et qui sont pas joués couramment avec. C'est-à-dire que ne pas se préparer au axe quand tu vois, je sais pas, un Togekiss ou un Shamin Sky en face, on sait que ça va être le set principal du mon, donc il y a de bonnes chances de tomber dessus. Là, dans le cas d'un Arceus, il a tellement de moves, tu peux pas te préparer à ça. Surtout que T-Wave, à part envoyer ton ground, t'as pas vraiment J'en ai parlé trop avec de Flo counterplay. juste avant. Enfin, Est-ce ton que ground, pour toi, ton Elec, il y a une façon de jouer c'est compliqué optimale de préparer. pour éviter le axe? Après, là, dans le cas que tu m'as cité, je l'ai pas vu du tout le match. Je vais pas mentir. Après, oui, essayer de limiter la casse. Dans le cas du T-Wave, essayer de pas envoyer tous ces mons au para, limiter la casse. Tu peux pas empêcher un mon de te faire T-Wave. Essaie d'éviter que les autres le se fassent. De toute façon, t'en auras au moins un qui va se faire para, ne serait-ce que pour la surprise. Pour moi, oui. On pourra pas tous les éviter, mais tu peux réduire les taux. T'as une façon, oui, optimale de jouer. Tu pourras pas l'annuler, le axe, ça va être très compliqué, mais tu peux faire en sorte de le réduire. S'il y a moyen de revenge kill un mon sans risquer de flop parce que tu t'es fait axe et que t'as un moyen où t'as pas de risque à prendre, voilà, tu réduis tu peux jouer autour. Du coup, oui, comme je l'ai dit, si par exemple un mon qui va spammer les Dark Pulse, si t'as un mon plus rapide et qu'il one shot, autant prendre lui plutôt qu'un Poké qui est censé le tanker et qui va peut-être prendre 2-3 flinch potentiellement si on prend donc toi t'as pu si on a vraiment pas de chance. Qui est centré autour de la réduction des risques principalement. Donc il y a voilà. Après il faut aussi que il faut savoir prendre les risques aussi et pas que ça t'empêche de jouer. Là, ça vient sur la dernière MML, un peu en post-prod, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, tu Mon, il doit jouer HP. Quand même, et mine de rien, c'est rentable de jouer HP. Surtout notamment sur des sets specs, vaut mieux préférer mine de rien, c'est quand même quelque chose qui demande
une certaine forme d'expérience quelque part, parce que il faut pas que ça devienne un pour frein. s'adapter à ce genre de risque en Il build, faut savoir prendre le risque aussi. certaines formes T'as de moyen de jouer projection autour sur du le axe, game, est-ce que déjà. c'est toujours le plus opti? Et pour le mettre en pratique, Tout déjà envie de dire, tout derrière dépend une des game, il faut vraiment une forme d'adaptation, pour le coup, qui est commune, on va dire, à des joueurs globalement plus expérimentés. Toi, si tu avais un conseil à donner, par exemple, à des personnes moins sans que expérimentées ça empêche, sur une façon sans de gérer que le axe, que ce soit mental ou que ce ça soit vienne sur le jeu en freiner lui-même, mon tu game dirais plan, quoi? mon jeu. Le premier conseil, donc oui, essayer de le réduire quand c'est possible. Je dis bien essayer, pas toujours. Ne pas en avoir peur non plus constamment. Se dire bah là il faut que je clique H-Pump, si il faut que je le clique, c'est le meilleur, c'est le moyen de faire les dégâts, et en plus si je le mis c'est pas catastrophique. Et surtout, je dirais que c'est aussi ça, une façon de dire. C'est pas parce que ta game elle commence par. Tu te fais axer. Ta game elle commence, tu t'as pris 3 triple flinch, coup critique, tout ce que tu veux. Tu peux quand même rebondir, ne pas te Tu laisser viens d'en abattre parce que parler, tu t'es fait axe dès le mais départ. le fait de le gérer mentalement, c'est C'est complètement surtout- autre chose. Je pense et que c'est c'est notre surtout très ça bon qui va peut-être Et manquer ça, à certains joueurs comme tu plus viens de le dire, débutants, c'est c'est ils vont vraiment un problème prendre des full, débutants. C'est full de- axe dès le départ, et d'incomber au ça va les axe décourager direct. beaucoup de choses. Ça, faut savoir, le Et axe c'est il vrai est que dans c'est le un jeu, peu le problème il est avec dans ça, le c'est jeu. que en fait tu prends un axe Pour et ça le mieux ou pour t'obscurcit le la pire, ça vision sur tout tout ce qui dépend se de la passe vision autour. des joueurs. Mais Et il c'est est très là, il faut compliqué, savoir parce jouer que autour, ne pas en avoir comment peur. retenir une game, par exemple, je dis Et n'importe quoi, mais ça en fait, des arrive, games, tu t'adaptes. on va gagner Tu l'as mais faire dit, plein comme tu d'erreurs, l'as il y dit au en a. début, c'est surtout s'adapter. Et du coup, Moi, c'est tu surtout gagnes la game, tu l'adaptation revois, tu te qui dis ok, fait j'ai fait quand que même cette erreur, cette j'arrive à erreur, jouer cette sans erreur. forcément faire Maintenant, des cette plays, game que tu dois gagner, des dernier très tour, gros tu te plays, prends un quoi. crit, tu perds. C'est assez rare. Pas forcément, tu dis je devais gagner la game, je me suis fait crit, etc. Et en fait, c'est cette frustration-là, en fait, elle va t'empêcher de revenir sur tes games où tu dis ça fait chier, etc. C'est ce qui va t'empêcher pour les moins expérimentés, ou en tout cas même ceux qui sont expérimentés mais qui ont du mal à gérer le axe, leurs émotions. C'est ce qui va t'empêcher de revenir sur la game et de te dire ah oui, mais en fait, est-ce que ce axe, il est pas dû au fait que j'ai fait d'autres choses avant? Voilà, et j'en parlais avec Flo, donc je vais te demander ton avis là-dessus. Et moi, Flo se plaignait beaucoup à une époque du axe, et je lui ai dit, bah, c'est vrai que tu as moins de chances que la moyenne, ce qui est aussi ton cas, mais est-ce que c'est pas dû aussi à un problème de style de jeu par moment? C'est-à-dire, je lui ai dit, est-ce que mathématiquement, t'as pas plus de chances de te faire axe si tu joues beaucoup plus passif que ton adversaire? C'est pas vraiment ton cas. Donc toi, souvent, j'ai l'impression que tu perds des games, bon, un peu... voilà, parce que justement, en fait, tu joues agressif, et donc le axe, avec ton style de jeu, bah, te fait plus mal qu'à d'autres. Forcément, parce que comme tu disais, par exemple, avec les anti-sui, bah, si tu mises ton close combat et que tu décèdes derrière, c'est un peu compliqué. Donc avec ton style de jeu, en fait, tu te fais beaucoup punir par le axe. Mais par contre, par rapport à Flo, j'ai l'impression que t'en prends moins. Pourquoi? Parce que notamment Flo, j'ai l'impression qu'il joue beaucoup plus passif. Et je lui ai dit, est-ce que c'est pas aussi un problème que tu devrais essayer de voir dans ton style de jeu? Peut-être. Et donc de jouer plus agressif.
Bah, de toute façon, plus le match va être long, donc pour revenir sur ton idée, C'est une bonne façon de le fait de conclure jouer cette passif, vidéo plus le aussi. match va être long, Faut bien montrer, en fait, plus faut bien tu as des chances prendre de en prendre le compte axe. que Et tu sais qu'à un moment où déjà l'autre le axe va avoir différents impacts. une game en qui va fonction durer de votre 15 style de jeu. tours, t'as moins de chances de prendre le C'est-à-dire axe que que, sur une qui dure bah, 80 encore une tours. fois, si vous jouez très aggro, bah, Et c'est des- sûr et des qu'une deux para, côtés. ça va être absolument abominable. Mais par contre, bah, vous risquez d'en prendre beaucoup plus si vous jouez de façon très passive. Donc, faut essayer de trouver votre équilibre aussi. Moi, Parce ça que reste aussi mon style. c'est aussi ce qui mon vous style de permet jeu, voilà, de de base. vous adapter C'est concrètement derrière mon style de au genre de axe et de jeu. vous dire C'est pas le est-ce axe qui que fait que prendre je un joue axe, aggro. c'est vraiment catastrophique. Ça, Par exemple, dans mon cas, dans mon style de jeu très pour le multi-offense, coup, c'est pas je ça. vais pas vous mentir, le axe ça change pas le axe, grand chose à mes games. Alors ça n'a rien m'arrive à de me voir faire sur mon voler, style de jeu. je vais pas vous mentir. Hein. Bah, récemment, je perds une plutôt game, sur le je perds, style de draft. je mise double hurricane. Il y a une game que je perds récemment, je perds, je lose. Pas forcément dessus, mais d'entrée de jeu, bah, je prévois de tuer un suicide lead, je mise un hurricane, donc ça rend la chose tout de suite plus compliquée. Oui. Voilà, je pense que le plus important, c'est de se dire, ok, concrètement, pourquoi j'en suis arrivé à me prendre un axe qui m'a ruiné ma game? Est-ce que mon game plan était trop centré autour de quelque chose finalement qui n'était Avec pas les 100% sûr? qui avait des chances de rater. Oui, si son game plan c'était juste finir avec un mon qui spamme les hurricanes, le game plan il risque d'être bancal. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Si ton seul game plan c'est tout parier sur un mon qui a 30% de mise son move, il faut quelque chose derrière. Ça, Voilà, exactement. Donc il y a ça. Est-ce que aussi tu es prêt à prendre du axe d'une certaine manière? Est-ce que tu as ton plan de secours? Est-ce que justement tu dois pas essayer de jouer agressif? Voilà. En fait, c'est chacun doit vraiment essayer de comprendre aussi que le axe, tu peux jouer avec. C'est bien de le prendre comme une donnée qui vient du jeu, etc. C'est-à-dire que tu prends le jeu avec tous ces aspects positifs et en même temps négatifs. Donc tu peux dire le axe c'est le jeu, mais il faut pas non plus dire le axe c'est une donnée qui n'est pas manipulable, etc. Non, c'est de la proba. Les probas ça se manipule. Alors tu peux être particulièrement malchanceux, tu peux être particulièrement chanceux, mais il y a une façon plus ou moins évidente de la manipuler et c'est à chacun d'essayer aussi de trouver sa façon de faire. Mais dans tous les cas, tu perds une game et tu dois comprendre comment on en est arrivé à ce résultat, c'est-à-dire un axe qui te ruine la game, normalement, à moins que ce soit un axe qui arrive dans les 3 derniers tours, par exemple, c'est pas censé arriver. Ou que tu prennes un freeze sur pile le poké qu'il fallait pas et que tu fasses derrière ton oppose setup, etc. Mais hormis ce genre de cas exceptionnel, il y a beaucoup de cas où en fait tu dis mais si j'avais joué beaucoup plus aggro ou alors qu'il n'y a pas eu une erreur en amont, ce serait peut-être pas arrivé et il aurait peut-être pas été aussi important. C'est surtout comme ça, je pense qu'il faut penser. Et de toute façon, si ce podcast, cet épisode-là, peut vous permettre aussi d'envisager le axe de façon différente, écoutez, c'est tant mieux. Maintenant, libre à chacun, tout simplement d'essayer de s'adapter à son échelle, c'est-à-dire peut-être uniquement le in-game, peut-être uniquement sur le build, peut-être un peu sur les deux, peut-être ne pas le prendre en compte et assumer si on se fait punir derrière. Le choix est vôtre. En tout cas, c'est là-dessus que va se terminer cette vidéo. Merci à toi, Cress, d'être passé. Ah, pas de soucis, ça fait plaisir de rendez-vous participer à donc cette avec de vidéo. prochains invités. La prochaine fois, le thème est déjà décidé, mais vous ne le saurez pas. Évidemment, je garde la surprise. Merci à Flo également pour sa participation. De toute façon, c'est toujours un régal d'accueillir de nouvelles personnes de la commu. En attendant, c'était Max The Strat et je vous dis à la prochaine.